Ben, du coup, ce soir, je vais faire une présentation sur les jobs asynchrones que j'ai intitulé modestement Pilotez vos flux comme l'industrie automobile. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, moi je suis Thibaut Villars, j'ai fait 9 ans de logistique avant de faire le wagon. Et je suis développeur Ruby depuis 6 ans, même ça devrait faire 7. Et du coup, je fais du Ruby après avoir fait pas mal de logistique. Et là, ce soir, le client chez qui j'étais, qui s'appelle WeMind en fait, c'est un peu le support de la présentation sur les exemples. Donc juste pour info, petite page de publicité, en fait ils font la mutuelle prévoyance RC Pro pour les indépendants et les petites entreprises. Donc bah, si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas à les comparer avec d'autres prestataires. Ils sont très cool et il y a une équipe derrière qui est aussi très cool. Voilà, j'ai bossé 3 ans avec eux, donc ils sont super sympas. Voilà, donc en fait, pourquoi je voulais faire ça en fait en introduction, c'est que ce que je voulais dire, c'est que l'industrie en fait utilise de nombreux outils pour gérer, optimiser ses flux. C'est vraiment des choses qu'on n'est pas forcément dans le code. L'un de ces outils-là, c'est le lean management. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le présenter assez rapidement. Je vais essayer d'être le plus succinct possible, mais quand même de vous apporter des choses qui sont compréhensibles. Et les jobs asynchrones, en fait, quand on parle d'application web, c'est un flux de production en soi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des choses à développer, enfin, on a des choses à exécuter. Il y a un flux qui nous arrive, et donc du coup, je trouve ça intéressant d'aller sur ce terrain-là avec une casquette un peu industrielle en disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme analogie. Et en fait, chez le client chez qui j'étais, chez WeMind, on a vraiment une diversité de jobs asynchrones qui est assez intéressante à étudier, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire le parallèle. Donc je vais essayer de faire une ou deux slides sur le lean. Je vais vraiment essayer d'être succinct et cohérent, mais c'est vraiment un domaine très très vaste et donc du coup c'est difficile de faire ça en- en des points précis. Donc en fait, les grands principes généraux du lean management, ça va être quoi? Ça va être premièrement d'écouter la voix du client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait si je veux une voiture rouge, une voiture orange, bah en fait j'écoute la voix du client, je lui parle une voiture rouge ou orange, quoi. Ça paraît un peu bête à dire, mais ça, ça amène des questions sur quand on va dans beaucoup plus de spécialisation sur les options, etc. Le deuxième principe du lean, c'est pareil, ça paraît très binaire, mais c'est de faire bon du premier coup et le juste nécessaire. Ce qu'on entend par faire bon du premier coup, ça veut dire que bah, quand on peint une voiture, c'est pas très grave si on se trompe sur la couleur. Par contre, on peut aussi l'appliquer à, par exemple, un décollage ou un atterrissage d'avion. C'est-à-dire qu'en fait, le décollage d'un avion, bah, en fait, on a envie de faire bien du premier coup et à chaque fois. Donc voilà, c'est important de le préciser. Euh, Dans les principes généraux du Lean, il y a 7 gaspillages identifiés. Je ne vais pas les passer en revue, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un milieu industriel, donc les gaspillages sont assez facilement identifiables. Ça va être je gaspille de la matière, je gaspille du temps parce que j'attends que telle ou telle pièce soit faite, je fais de la surproduction, je fais de la surqualité. Il y a 7 gaspillages qui sont identifiés, qui sont un peu débattus aujourd'hui. On peut en trouver 8 ou 9, mais voilà, c'est pas important d'avoir la liste ici, quoi. Et un autre point qui est important dans le management, c'est vraiment d'améliorer en continu son processus. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une organisation industrielle qui est, j'ai des équipes qui sont en production et j'ai des équipes qui sont complètement externalisées de la production et qui sont là vraiment pour améliorer en continu, c'est-à-dire d'étudier ce qui se passe et de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon processus en continu. Donc c'est une philosophie, alors j'aime bien dire philosophie et pas forcément uniquement principe ou méthodologie, parce qu'en fait il y a tellement d'outils qui en découlent. C'est une philosophie qui a été créée par Toyota dans les années 70, et aujourd'hui il y a une littérature assez vaste dessus, et il y a de nombreux outils et de méthodes qui existent. Alors je vous ai mis deux petits noms comme ça que vous connaissez peut-être, le 5S qui est un peu une méthodologie de rangement, et le SMED qui est une méthodologie de changement rapide et flexible d'outils. Donc voilà, ça c'est les grands principes du lean management, et je vais essayer de vous expliquer en pratique sur la production ce que ça donne. Donc là on est encore dans l'industrie, après on passera en code. Donc une des premières conséquences du lean management, c'est que on va avoir une production qui est en flux tiré. Alors je vais essayer d'expliquer le flux tiré. Donc le flux tiré, c'est quoi? C'est que on est dans un monde actuel où l'offre elle va être supérieure à la demande. C'est-à-dire qu'en fait moi si je vais acheter une voiture, je peux aller chez Renault, je peux aller chez Toyota, etc. Donc l'offre elle est plus importante que ma demande. Donc là on va le symboliser par j'ai une demande, j'ai une personne qui veut acheter une voiture orange ou rouge. Elle a le choix. Comment on va faire? En fait, ce qu'on va faire, c'est que l'industriel, en fait, il va pas
avoir un stock de 15 voitures oranges et 15 voitures rouges. Alors là, je simplifie volontairement. Mais en fait, il va avoir un petit stock de voitures peintes. Il va dire, j'ai une voiture orange, une voiture rouge qui sont peintes. Et en fait, le jour où le client va acheter une voiture orange, bah, en fait, moi, je vais avoir un stock de voitures non peintes et je vais peindre la voiture orange. C'est-à-dire, en fait, je vais pas anticiper le besoin, je vais vraiment peindre au besoin. Et en fait, toute la chaîne de production, elle est tirée comme ça. Et pareil, imaginons qu'on ait un stock de voitures non peintes, j'ai un stock de pièces derrière. Et donc, en fait, l'explication du flux tiré, c'est ça. C'est qu'en fait, vous comprenez que le sens de production, il va de gauche à droite, ok? Mais la notion de la production en flux tiré, en fait, c'est bien le client qui tire la production. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'explication la plus basique. Alors, les schémas peuvent se complexifier énormément, mais le principe de la production tirée, il est là. Donc ça, c'est une des conséquences quand on applique les principes du lean management. Une autre conséquence quand on applique le lean management, c'est qu'en fait, on va chercher à réduire le temps de traversée. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à réduire le moment où je commence à assembler mes pièces et le moment où la voiture sort de l'usine. Concrètement, ça, quand vous entendez, par exemple, que, je sais pas, une usine automobile, elle va dire, je sors une voiture par minute. Si vous allez physiquement dans une usine automobile, c'est vraiment un flux continu et il y a vraiment une voiture qui sort par minute. C'est-à-dire vraiment, il y a un flux continu et toutes les minutes, il y a une voiture qui sort. C'est vraiment organisé comme ça. Et c'est un temps qu'on va chercher à réduire au maximum parce que qui dit réduire ce temps-là dit réduire les stocks et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des stocks tampons. Donc là, je l'ai symbolisé par les deux voitures qui sont peintes. C'est-à-dire en fait, pour quand même améliorer notre production, on va quand même passer par des stocks tampons. On va utiliser ce qu'on appelle des kanban. Alors les kanban, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle dans le code. En fait, kanban, ça veut dire étiquette en japonais. Et en fait, ça symbolise le fait que la voiture orange, quand mon client va l'acheter, en fait, on va mettre une petite étiquette dans l'atelier des voitures non peintes. Et cette étiquette-là, c'est vraiment le Kanban. Donc du coup, là, l'exemple est ultra simplifié. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre dans le Kanban, c'est qu'en fait, quand je suis opérateur et que je travaille à l'atelier dans le stock de voitures non peintes, en fait, je suis complètement aveugle de la demande client. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai une étiquette qui me dit pas une voiture orange, je peins une voiture orange. Peu importe que la demande soit de 10, 100 ou 1000, c'est vraiment la notion de la production est tirée et j'utilise le Kanban pour gérer ma prod. Bon, si vous voulez qu'on en parle, je peux en parler des heures, mais je pense que le but, c'est d'aller rapidement sur le code. Et puis ce que je vous disais avant, un des principes aussi, c'est que vraiment, on a une équipe qui est dédiée à l'amélioration continue. Ça, c'est vraiment des principes, des principes de l'usine, des usines japonaises. C'est qu'on a vraiment des personnes qui sont dédiées à ça pour améliorer la prod en continu. Alors, si on essaie d'appliquer ces principes au code, voilà, on va parler un petit peu plus concret peut-être pour l'auditoire. Donc, écouter la voix du client, ça, vous l'avez compris, c'est la partie produit. C'est de dire, en fait, je ne vais pas développer des features que le client n'a pas envie. Ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment, j'écoute mon client, qu'est-ce qu'il veut. Donc, ça, vous le faites tous les jours. Le deuxième chose, le flux tiré. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas forcément perçu, mais le flux tiré, on peut le voir comme quand, par exemple, je fais des sprints réguliers. Je sais pas, je fais un sprint une fois par semaine. En fait, quand moi, en tant que développeur, je code, en fait, la liste des centaines et des milliers de tâches qui sont dans le backlog, en fait, je m'en occupe pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un instant T, on dit, OK, on rentre dans ce sprint-là, on fait ces tâches-là, et du coup, tout ce qui est dans le backlog, je m'en occupe pas. Donc, je suis un peu je suis pas un peu, je suis même beaucoup dans une notion de flux tiré. Donc, il y a quand même des similitudes. Et puis, j'ai mis deux autres exemples du Lean. Limiter la surproduction, ça, c'est un truc, ne pas avoir de surstock. Ne pas coder une feature non demandée, clairement, on est sur de la limite de surproduction, donc on est dans le principe du Lean Management. Et un autre que je trouve intéressant aussi, dans la production, quand on dit améliorer le lead time, le temps de traversée, on pourrait le symboliser dans le code, dans le fait de réduire le délai entre le moment où je décide de coder un truc et le moment où je le mets en production et que j'appuie sur le bouton. Donc voilà comment on peut appliquer les principes du Lean au code. Donc maintenant, je descends d'un niveau et je rentre un peu plus dans le détail de ce que je faisais chez WeMind, dans les problématiques rencontrées et notamment sur les jobs asynchrones. Alors la particularité chez WeMind, je vais essayer de rentrer un petit peu dans le métier, c'est qu'on a beaucoup de jobs différents. Donc en fait, par exemple, on a les signatures de contrat qui sont des jobs asynchrones qui ont la particularité d'avoir un délai assez urgent parce qu'en fait, on a quelqu'un qui est devant son écran avec un spinner qui attend que le contrat soit généré. Donc on est sur du téléchargement de fichiers, de l'upload et du download. Et on a une RAM qui est, on va dire, moyennement élevée. Au niveau quantité, j'ai mis, ça nous arrive qu'on en ait deux en parallèle, mais c'est pas forcément il n'y en a pas forcément beaucoup.
Le deuxième type de job qu'on a, c'est les emails transactionnels. Donc là, les emails transactionnels, le délai, il est un peu plus modéré, on va dire. Voilà, peut-être quelques minutes, quelques heures. On a une RAM qui est assez faible. On a une problématique sur les jobs de vérification. Alors, on avait énormément de jobs de vérification qui tournaient la nuit. Et en fait, une des premières fois où j'ai bossé sur le sujet, en fait, c'était ça notre problématique principale, c'est que on a des jobs qui ont une RAM qui consomme vraiment beaucoup, enfin des jobs qui consomment vraiment beaucoup de RAM. En fait, c'est une raison un peu legacy, c'est qu'en fait, il y a des jobs qui ont été créés initialement avec des boucles qui n'étaient pas très importantes. En fait, les jobs tournent, et puis en fait, vos nombres de clients augmentent, et puis en fait, un jour, bah, c'est des jobs qui pètent, alors qu'en fait, ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils ne pétaient pas. Et donc, du coup, c'est un des premiers trucs sur lesquels j'ai bossé. Ensuite, on a un autre type de job qui est synchronisation avec les API externes. J'y reviendrai pas forcément, mais voilà, ça vous devez connaître. Voilà, nous on est pas mal, on avait du Brevo, on avait un peu de GoCardless, enfin, il y a des synchronisations comme ça. Et puis un dernier type de job, c'est webhooks de paiement. J'y reviendrai à la suite. Il y a une particularité des webhooks de paiement, c'est qu'en fait on est sur un métier où en fait on fait souscrire des gens à un abonnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois par mois, au début du mois, en fait, on a tous les abonnements qui tombent d'un coup, et du coup, on a une charge du webhook qui vient générer des factures derrière et qui est vraiment un pic assez important et qui est en début de mois. Et puis, donc, la première problématique, c'est vraiment la diversité du type de job, donc il faut réussir à organiser tout ça. Et la deuxième problématique, qui est vraiment la première sur laquelle on a buté, c'est qu'en fait, on avait des fails silencieux sur les jobs longs, les fameux jobs de vérification, et donc c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Donc là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la gemme GoodJob. Alors la gemme GoodJob, on a utilisé deux fonctionnalités qui sont super intéressantes. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à vous pencher dessus. La première, c'est la notion de batch. En fait, la notion de batch, alors nous, ça collait parfaitement à notre besoin. Et en fait, nous, avant, on avait un gros job, on itérait sur beaucoup d'instances, et du coup, on avait la RAM qui montait. En fait, l'intérêt des batchs de GoodJob, c'est que finalement, on va boucler avant sur nos instances, et on va générer un seul job par instance. Et en fait, le gros intérêt du batch, c'est surtout que une fois que vous avez géré, par exemple, je sais pas, vos 5000 jobs qui sont partis dans la nature, en fait, c'est très difficile d'avoir un callback de quand mes jobs sont finis. Et en fait, la gemme GoodJob, elle vous permet d'avoir un callback quand vous pouvez enqueue un callback, donc il y a onFinish, onSuccess et onDiscard. Et en fait, nous, comme on est sur des jobs de vérification, le gros intérêt, c'est qu'en fait, on va parcourir 5000 instances et en fait, on a genre 10-12 avec un problème. Et nous, ce qu'on veut, c'est un rapport par mail avec les 10-12 problèmes qu'on a eu sur ces 5000 jobs. Et en fait, c'est là où le callback du batch, en fait, nous permet vraiment d'avoir une réponse assez précise et facile à gérer. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a utilisées. Et puis, une des deuxièmes choses qu'on a utilisées pour vraiment résoudre le problème comme ça assez rapidement de nos jobs qui consommaient beaucoup de RAM, c'est qu'en fait, dans GoodJob, alors j'ai regardé tout à l'heure, en fait, dans SolidQueue, pour info, ça existe aussi, la notion de concurrence des jobs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez définir le nombre de jobs maximum que vous pouvez performer à un instant T. Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a dit, les jobs qui consomment beaucoup de RAM, en fait, on lève une erreur avec GoodJob, qui est symbolisée ici, et en fait, on lui dit, bah, tu reviens dans 10 minutes, en fait. Donc ça, c'est ce qui nous a permis un peu de limiter l'hécatombe. Sachez qu'il existe d'autres clés, il existe aussi la clé onQueueLimit, donc je ne peux pas enqueue de plus de n jobs, etc. Et du coup, ça, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante. Il y a plein d'usages différents. En tout cas, nous, dans notre métier, on a eu ce besoin-là. Donc, je passe à la suite. Ce qu'on disait, en fait, ce qu'on disait pour appliquer un peu le lead management sur nos jobs asynchrones, ce que je disais initialement, c'est qu'il faut vraiment écouter la voix du client. Et du coup, l'exercice que je vous propose de faire et que je vous invite à faire dans vos structures, c'est vraiment de prendre votre job et de définir le besoin client. Je m'explique. Par exemple, en fait, la signature de contrat, je vous ai dit tout à l'heure, c'est urgent. En fait, je vous invite vraiment à vous dire, en fait, l'urgence, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que l'urgence, en fait, elle est complètement relative au développement, elle est relative à votre client, elle est relative à votre perception. Et donc, du coup, nous, la signature de contrat, l'urgence, elle est un peu indéfinie. Le besoin client serait plutôt de dire, il ne faudrait pas que le client attende plus de 15 secondes devant son écran avec un spinner. Donc ça, c'est le premier définition du besoin client pour ce type de job.
Pour les emails transactionnels, c'est pareil, je trouve que c'est un point intéressant parce que souvent les emails, on a une queue mailer qui existe. Et en fait, à l'intérieur de cette queue, on a quand même des jobs qui sont bien différents. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour un mot de passe oublié, bah, en fait, on a quand même besoin d'une certaine réactivité parce que c'est un peu chiant quand on ne le reçoit pas. Et puis en plus, ça risque de générer une autre demande de mot de passe oublié quand on ne le reçoit pas tout de suite. Donc du coup, on peut se dire que dans les emails transactionnels, on a finalement des besoins différents. Le mail du bienvenu, en fait, s'il arrive une heure après, c'est pas forcément très grave. Donc peut-être que le besoin client, il est pas immédiat. Et puis, je donnais un autre exemple de nous, on fait de la mutuelle, donc potentiellement, il y a des gens qui nous envoient des devis et des demandes. La réponse à cette demande-là, en fait, il y a une vraie question métier derrière qui est de dire est-ce que je renvoie le devis, est-ce que si je le renvoie dans l'heure, c'est suffisant, ou est-ce que je veux le renvoyer immédiatement parce que potentiellement j'ai quelqu'un au téléphone, etc. Donc, le message que je veux faire passer, c'est pas l'important, c'est que ce soit le plus rapide possible, c'est définissez votre besoin client parce qu'en fait, c'est lui qui drive finalement comment vous organisez votre job. Ensuite, les jobs de vérification, la notion de tourner la nuit, en fait, souvent on a une queue un peu low priority, hein, tout le monde l'a celle-là. Mais du coup, on peut définir le besoin en disant, bah, en fait, moi, je veux que ce soit terminé à 8h30 le matin parce que c'est là que mes équipes commencent. Et du coup, mon besoin client, il est facilement exprimé. Peut-être que pour des gens qui travaillent sur plusieurs sites internationaux, ça peut être intéressant de se dire à quel moment tu fais la synchro, parce que quand on appli est franco-français, c'est pas très difficile à définir, mais peut-être que quand tu es à l'international, c'est un peu plus dur. Bon, synchronisation des API externes, c'est un peu la même chose. Et le webbook paiement, alors celui-là, je trouve que c'est un exemple super intéressant, parce qu'en fait, le webbook de paiement, en fait, on a vraiment deux besoins clients différents. Parce que en fait, comme je vous expliquais, le pic de toutes les instances de paiement qui arrivent, en fait, avec GoCardless, on a une souscription. Et en fait, le paiement, il arrive entre le 5 et le 7 du mois. Du coup, en fait, on a une grosse incertitude sur quand est-ce que ça arrive. Du coup, on n'est vraiment pas à 24 heures près à partir du moment où on reçoit cet événement-là. Mais par contre, dans notre webbook de paiement, on a à la fois de la création de paiement et on a à la fois de la modification de paiement. Et par contre, la modification de paiement, on a besoin qu'elle soit synchronisée assez rapidement parce qu'on a des équipes qui ont des clients au téléphone, qui ont des membres et donc qui ont besoin de synchroniser rapidement. Du coup, je trouve ça intéressant parce que typiquement, ce webbook de paiement, il est consommé par le même job et potentiellement à l'intérieur de ce job-là, on a vraiment deux besoins très différents. Du coup, la proposition d'infrastructure des queues que je pourrais faire par rapport à ça, pour vous donner un exemple de ce qui pourrait être intéressant d'implémenter, c'est d'une part de supprimer les notions de défaut et d'urgent, et de définir des queues par leur latence, et de piloter avec les priorités de 1 à n. Donc ça donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc la priorité 0, c'est la priorité la plus urgente. Et donc du coup, on pourrait se dire en fait, qu'on définit des queues avec des latences comme ça. Et donc après, sur notre pilotage de flux, on peut se dire qu'en fait, j'ai bien défini mon besoin client, et du coup, je peux piloter mes flux et prendre des décisions sur où est-ce que je dois augmenter des workers, où est-ce que je dois en diminuer, et ainsi de suite. Donc la définition, en fait, le problème quand on va faire des queues qui sont urgents, medium, low priority, c'est que finalement, on ne sait plus trop medium priority à quoi ça correspond en fait. C'est-à-dire que medium, peut-être qu'il y a des boîtes où 15, je sais pas, une minute c'est du medium, et puis en fait, il y a des boîtes, en fait, une heure c'est du medium. Donc le fait de se poser la question, c'est intéressant. Donc voilà la proposition d'infrastructure que je ferai. Et donc du coup, le message, c'est de dire j'interroge, je définis mon besoin client et après j'améliore en continu mon infrastructure. Donc là, la situation actuelle, c'est quoi? C'est on a un seul type de worker qui consomme n'importe quel type de job. Et on a sur chaque worker, on a un max de traite de 5 et on scale de 1 à n. Donc en fait, nous on était sur Scalingo. En fait, on va plus ou moins faire des petits calculs d'intelligence artificielle très manuels en se disant quand la queue est trop grosse depuis tant de minutes, je vais un peu gonfler les workers, quoi. Et du coup, quand on n'a qu'un seul type de worker, en fait, notre problématique de job qui consomme beaucoup de RAM, en fait, elle est toujours présente. Pourquoi? Parce qu'en fait, la limite de la concurrence, la limite de la fonction de la concurrence, c'est qu'en fait, le perform limit égale 1, c'est sur l'ensemble de vos workers. Donc en fait, si j'ai, je sais pas, 4 workers qui sont démarrés et que j'ai 20 trades, en fait, ma concurrence, ça va toujours être un seul job qui tourne sur mes 20 trades. Et en fait, le problème, c'est que la fonction qui pourrait dire je veux avoir qu'un seul job qui consomme de la RAM sur un seul worker n'existe pas en fait. Et du coup, on est toujours un petit peu coincé. Et du coup, là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer l'infra et avoir une queue spécifique heavy duty job, de se dire en fait les jobs qui consomment beaucoup de RAM, je les mets de côté parce qu'en fait la philosophie du lean c'est aussi de ne pas avoir de rebut et là je suis un peu en mode je fail en permanence quoi. Et donc du coup là ce qu'on pourrait se dire c'est je fais une autre queue spécifique
À ce moment-là, je scale de 0 à n. Les max threads, ils sont à 1. Du coup, en fait, mes jobs qui consomment de la RAM, ils se consomment tranquillement. Les avantages, c'est que j'ai une queue qui est beaucoup mieux organisée et que j'ai pas de rebut de retry on, qui est quand même une solution un peu intermédiaire ou on va dire patchwork, quoi. C'est discutable. Et l'avantage que j'ai, c'est que je peux adapter beaucoup plus finement le worker à mon type de job. C'est-à-dire, je peux dire, OK, je peux me permettre de temps en temps de payer un worker taille XXL. Je sais qu'il va être démarré pendant 20 minutes et après, je l'arrête, quoi. Les inconvénients, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai deux types de workers à piloter. Et en fait, l'intérêt un petit peu des flux et de gérer les latences différentes, c'est un peu de charger vos workers avec les jobs qui consomment, enfin les jobs qui sont moins urgents, de les étaler un petit peu dans le temps. Et donc du coup, l'inconvénient, c'est que je remplis un peu moins un worker parce qu'en fait, une fois que mon job il est consommé, ben, mon worker, il faut que j'attende peut-être, je sais pas, 10 ou 20 minutes en fonction de la façon dont c'est configuré pour l'arrêter. Donc en conclusion, les messages que je voulais faire passer. Le premier, c'est vraiment définissez votre besoin client pour chaque job. En tout cas, faites-vous l'analyse et prenez le recul de avoir cette réflexion-là. Le deuxième message, c'est interroger vos queues mailer et default. En fait, très souvent, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la config par défaut de SailKick, elle arrive avec default mailer. On rajoute le high priority ou le low priority et voilà, on a notre config. Mais du coup, euh, je reprends l'exemple du mot de passe oublié. C'est vraiment l'exemple parfait que, en fait, le mot de passe oublié, il sera toujours plus urgent que le mail transactionnel un peu standard. Et puis pareil, la queue default, bah après voilà, la queue default, peut-être qu'il faut mettre une latence dessus, quoi. L'autre message que je voulais faire passer, c'est en fait essayer de faire le moins de workers différents en fonction de votre contexte. Pour une raison assez simple, c'est que normalement, les flux, s'ils sont correctement dimensionnés, ils sont censés équilibrer les workers. Et du coup, vous ferez un peu d'économie d'échelle. Alors après, la problématique de coût, souvent, elle n'est pas très importante parce que les workers coûtent pas très cher, donc c'est pas forcément important. Moi, je reste persuadé que le jour où vous avez un gros stress test parce que vous avez un problème X ou Y, ça vous arrangera bien de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut prioriser entre les jobs. Et puis, le dernier point, c'est le message principal du lean management, mais dans le code, vous le faites tous, j'en suis persuadé, je mesure, j'améliore, j'acte, et puis je mesure, j'améliore en permanence pour avoir des flux qui sont de plus en plus robustes, et sachant qu'on est tous, je pense, on tend tous vers un objectif zéro bug quand on code. Et bah voilà pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être une question. Ouais. Comment est-ce que tu monitores justement toute cette partie Good Job en l'occurrence? Est-ce que tu as des APM? Est-ce que tu as du monitoring particulier? Est-ce que tu as des alertes qui t'envoient n'importe quoi, des notifications quand tu as un problème de RAM, ce genre de choses? Comment est-ce que tu gères toute cette partie? On a tendance à surtout le faire côté web, mais plus rarement côté background. Comment est-ce que tu gères toi, tout ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, chez ce client-là, la grosse problématique, elle était vraiment. En fait, il faut vraiment se rendre compte qu'on a beaucoup, beaucoup de jobs qui tournent la nuit. Parce qu'en fait, on a des problématiques de paiement, on a des problématiques de rétroactivité, de recalcul de balance, etc. Et du coup, en fait, le principal monitoring qu'on va faire, c'est en fait vérifier le matin que les jobs de la nuit ont tourné correctement, avec les bonnes alertes et tout ça. Ça, c'est vraiment la majeure partie. Après, sur tout le monitoring au niveau des latences et tout ça, c'est plus une proposition que je fais de partir là-dessus. On est plutôt à regarder, en fait, par exemple, sur la signature de contrat si on n'est pas trop long, parce que c'est vraiment un truc qui est important. Et après, j'en ai discuté avec un aide développeur et dans Good Job, il y a un onglet performance qui permet de regarder justement l'average et tu vois, min-max du temps de process, quoi. Ok. Mais voilà. Mais du coup, Ouais. non, mais du coup, est-ce que par exemple, tu as quelque chose qui te remonte les N+1 qu'il y a dans le job, parce qu'on a tendance à les ignorer en général, parce que c'est pas quelque chose d'instantané. Bah, en fait, Et est-ce que tu as quelque chose qui te dit en moyenne ta RAM et ta temps? non, il n'y a pas ça. Mais en fait, tu vois, le message, c'est finalement, j'ai envie de dire, si tu as un job qui tourne, même s'il te consomme un peu de ressources, au pire, tant qu'il ne faille pas et tant qu'il ne te dérange pas, et tant que ça ne va pas te coûter trop cher, tu vas pas t'y attendre. Mais par contre, le jour où tu te rends compte que, bah, par exemple, tes mails de mots de passe oubliés, ils mettent 90 secondes à passer, bah, peut-être c'est là tu vas dire, tiens, il faut que je fasse un truc. Et du coup, et d'ailleurs, c'est un principe du Lean aussi, c'est que finalement, et dans le code, enfin, tous ceux qui ont des business le savent, c'est en fait, tu vas pas t'embêter à refactorer un truc qui existe pour le plaisir. Tu vas juste, ok,
là j'ai un problème, et nous c'était vraiment les jobs de vérif qui ont planté, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Et puis tout doucement tu avances comme ça. Mais il n'y a pas, enfin, si tu as des N+1 dans tes jobs, en fait, bah ok, en soi c'est pas génial, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment grave? Bah, c'est complètement discutable, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de refacto, sachant que, en gros, là, dans ce que j'ai présenté, il y a pas mal de jobs de vérif. On les a clairement refactorés parce qu'on avait vraiment des problèmes pour générer des rapports et tout ça. Et en fait, il y a d'autres jobs de vérif où on s'est dit, non, mais en fait, ça passe. Pour l'instant, on le fait pas parce que ça nous coûte du temps de refactorer. Et donc en fait, il y a un peu, il y a la moitié des jobs, on les a refacto et l'autre, on les a laissés parce que pour l'instant, avec les workers qu'on a et tout, ça passe quoi. Donc c'est encore une fois, c'est entre guillemets, tant qu'il n'y a pas de problème. Enfin, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous avez besoin de trop souvent upgrader votre worker, peut-être que c'est là où tu peux te poser la question financièrement. Et voilà. Oui. Parce qu'à la fin du job, tu avais un report, c'est job, enfin tu sais, quand c'était fini, quand le batch était fini, tu peux faire vérifier sur ton exemple. Oui, voilà, exactement. Ouais, ça, c'est ça. Job, et je me Ouais. disais, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as du feedback Oui, exactement. Alors en fait, nous, ce que je disais, en fait, ce qu'on a fait le choix, c'est sur les jobs de vérif, on a fait le choix en fait de rajouter une colonne info directement dans la table Good Job. Et donc du coup, en fait, le job connaît cette info. Et donc, en fait, à la fin, en fait, vraiment, quand tu prends le badge, tu fais badge.jobs, tu as accès à tous les jobs. Donc, tu fais badge.job where info error existe, quoi. Et du coup, tu as la liste des jobs qui ont failed. Alors qu'en fait, si tu n'as pas ce système-là, tu balances 5000 jobs dans la nature. Et en fait, tu dis, ouais, attends, faut que j'aille chercher et tout. Alors que là, au moins, tes jobs, ils appartiennent à un batch. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à gérer. En tout cas, enfin, des stats à ce moment-là, justement, de performance pour monitorer. Au-delà ben, des erreurs, c'est. ouais, bah en fait, c'est un peu la même réponse qu'avec Guillaume, c'est qu'en fait, ton monitoring, il est par rapport à ton besoin. Nous, le gros besoin, il est de dire, je veux m'assurer que tous les jobs ont bien tourné la nuit et qu'il n'y a pas d'erreur, ou du moins que les erreurs, elles me le remontent et que je les corrige proprement. Après, tu peux imaginer plein de choses. Tu peux imaginer de dire le job, quand est-ce que j'ai lancé, quand est-ce qu'il termine, tu vois, de A à Z. Nous, je crois qu'on mettait, dans le rapport de dire combien. Alors, si ce qu'on a mis dans un autre type de job, j'en ai pas trop parlé, mais on avait des problèmes sur une API. En gros, qu'on a mis dans certains rapports, c'est j'ai lancé tant de jobs, j'ai lancé 8000 jobs et j'ai eu N exécutions, qui est en fait le symbole de en fait j'ai eu des retries sur mon job. Et du coup, à la fin de mon rapport, j'ai genre ah bah j'ai eu 8000 jobs lancés, j'ai eu 8000 ou je sais pas 8500 exécutions. Putain, il y en a 500 qui ont fait un retry, qu'est-ce qui s'est passé tout ça. Donc c'est après en fait le monitoring vraiment il est lié à ton besoin, tu vois. Il y a pas de règle il y a pas de règle uniforme quoi. Et c'est grâce à ce moment-là que tu peux agir. Ouais, 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 clairement, clairement, clairement. Voilà. On est bon? Ça tourne sur quelle infra ce truc? Alors historiquement en fait on était sur Sidekick et Heroku. Ensuite on a mis un peu de GoodJob, on a viré Sidekick, du coup on était sur GoodJob Heroku. Et après nous c'est des données de santé. Et du coup pour une histoire métier en fait on a voulu récupérer des données de santé. Du coup on a tout migré sur Scalingo. Donc c'est là actuellement c'est Scalingo et GoodJob. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ouais, en fait, on avait créé une app sur Scalingo données de santé. Il y avait toujours l'app Heroku. Et après, en termes métier, c'était compliqué d'avoir des méthodes communes. Et du coup, ils ont décidé de tout mettre sur Scalingo, quoi. Voilà. C'est des conteneurs? C'est des conteneurs ou Et ben, alors, si je dis pas de bêtises, en fait, dans les données de santé, là, bon, tu as toute une certif et tout, mais tu as obligatoirement deux workers, enfin deux workers web qui tournent. Et après, bah, type de worker, bah, sur la présentation sur la RAM faible, je crois qu'on montait à 6 max. Au-delà de ça, en fait, ça valait pas le coup. Ça fait juste réduire le pic de la nuit, donc ça vaut pas le coup. Et après, sur les heavy duty, ça monte à 1, 2, pas plus, parce que enfin, c'est notre besoin à nous, quoi. Mais après, ça dépend des infras, quoi. Voilà, voilà.